Salut les jeunes cyclistes dynamiques. J'arrive au départ de la course d'Épisy. C'est à côté de Fontainebleau, dans la Seine-et-Marne comme souvent. C'est une course en 3ème catégorie, on va pas être très nombreux aujourd'hui. Et étonnamment aujourd'hui encore le matin. Donc pourquoi pas, mais... T'aimes bien courir le matin toi Edouard? Non. Moi non plus, j'aime pas courir le matin. On va voir comment ça va se passer. Allez, je vous emmène. Alors je vous emmène direct dans le vif du sujet. Le parcours du jour, il n'y a pas grand intérêt, il est particulièrement plat. Il y a juste cette espèce de bord tout droit là, qui est exposé au vent. Et dans ce bord là, à chaque tour, ça a étiré pas mal le peloton. Ici on est au deuxième tour, regardez, tout l'avant du paquet qui pousse pour essayer de produire une échappée. On voit qu'il faut beaucoup d'énergie pour arriver à se détacher un tout petit peu du peloton qui pour le moment est un petit peu tranquille. En fait, en gros, faut se dire que les mecs qui sont à l'arrière du paquet, eux, ils sont pépères, ils profitent de la sortie tranquillement pendant que toi, tu es en train de tirer 500 watts dans le vent. Donc à ce moment-là, je savais, en gros, à ce moment-là de la course, que ça pouvait potentiellement sortir à cet endroit-là. Vraiment, c'était l'endroit où il y avait ce faux plat, où il y avait ce vent, où ensuite il y avait une petite accalmie. Et du coup, je me suis servi un peu de cette difficulté qui n'était pas liée à la pente, mais qui était plutôt liée au vent et aux conditions météo, pour me payer un petit tour à l'avant. Regardez, hop, j'ai profité de l'aspiration de ces coureurs de vent et choup, je vais glisser doucement. Et derrière moi, tout le monde est fatigué des efforts consentis juste avant. Et je vais pouvoir partir comme ça, en facteur, spécialité jeune cycliste dynamique. Et derrière moi, personne ne réagit, sauf un coureur du Team 94 qui s'appelle Ryan Boulawat. Et vous allez voir, on va le voir pas mal dans la vidéo aujourd'hui. Alors du coup, il me rattrape. Je sais pas, il a cru en moi. Peut-être il s'est dit, tiens, je vais être dans la vidéo. Peut-être bien que ce serait une bonne idée de partir en échappée au bout de 2 tours. Au bout de même de 10 bornes, c'est vraiment le tout début de la course. C'était, ouais, il me semble qu'on a fait beaucoup d'échappées, donc c'était 10 bornes d'échappées. Enfin, on a fait 10 bornes de course. Et du coup là, c'est parti. Comme je vous l'ai dit très souvent, quand une échappée se lance, il faut vraiment s'engager. Les Américains disent, il faut se commit. Il faut vraiment se lancer dedans, parce que sinon ça marche pas. Donc là, le but, c'était vraiment d'écraser les pédales au maximum, de faire en sorte de faire l'écart le plus tôt possible, pour confirmer cette échappée et éventuellement la rendre intéressante pour la suite de la course. Il fallait pas non plus laisser toutes ses forces. C'est pour ça que je dis à Ryan de pas trop accélérer quand il passe ses relais, parce que il fallait quand même tenir les 90 prochains kilomètres qui nous séparaient de l'arrivée. Mais je me disais, franchement, vu la vitesse à laquelle on est sorti et l'écart qu'on a créé sur le peloton assez vite, je me disais, pourquoi pas, ça pourrait le faire. Je veux dire, l'un comme l'autre, on est de bons rouleurs. Moi, j'avais envie de faire une bonne course ce jour-là. C'était un parcours qui, je pense, pouvait me convenir. Du coup, je me suis dit, c'est parti, on y va. Pourquoi pas? Pourquoi pas tenter l'aventure? À ce moment-là, dans ma tête, ce que je me dis, c'est, j'espère quand même qu'il y a un groupe de contre qui va revenir sur nous et nous amener jusqu'à l'arrivée, parce que je me vois pas faire 90 bornes à 2. 90 bornes à 2, c'est particulièrement difficile. Parce que vraiment, on a aucun moment pour se reposer réellement. En fait, on relâche un tout petit peu les jambes. On fait même pas de la roue libre. On est juste tranquille. On essaie de juste ne plus trop appuyer sur les pédales. Et dès qu'on retourne à l'avant, il faut vraiment appuyer fort. Et c'est des relais qui durent 30, 40 secondes, ce qui rend l'exercice assez difficile sur la durée. On peut tenir 10 bornes, 15 bornes, mais on peut pas tenir 90 bornes. Ça paraît vraiment, enfin pas impossible, mais extrêmement difficile à réaliser. Du coup, on attend naturellement l'arrivée providentielle d'un groupe de contre. On voit Ryan qui se retourne périodiquement pour voir, est-ce qu'il n'y aurait pas un groupe de coureurs qui viendrait un peu nous sauver la mise? Parce que là, en réalité, je ne me voyais pas lâcher l'affaire après être allé en échappée. Mais si on n'avait pas du support à un moment donné, ça allait devenir compliqué. Et toujours pas de groupe de contre à l'horizon. Ce qu'on voit derrière, c'est la moto qui sépare, qui ouvre la route pour le peloton. Pas encore de groupe de contre. Mais attendez, regardez bien, derrière la moto, il y a en fait 2 coureurs qu'on voit poindre un peu plus loin dans le virage. À ce moment-là, moi, je n'en ai aucune idée parce que j'ai perdu cette mauvaise habitude de regarder derrière moi quand je suis à l'avant. Mais Ryan, lui, qui se tourne pas mal, il l'a vu, il le sait, et il sait peut-être même de qui il s'agit, mais pour le moment, il me dit rien. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, il va se passer un truc assez inusuel.
Alors on arrive du coup à peu près au 10e kilomètre d'échappée et ça y est, notre groupe de contre commence à arriver, ils sont 2. C'est pas beaucoup, mais ça pourrait le faire. Je veux dire, à 4, on peut arriver au bout, ça peut donner quelque chose de pas mal. Ils sont 2, je sais pas du tout qui c'est à ce moment-là. Et je me dis, bah écoutez, c'est sympa, il y a un groupe de contre. J'avais compris au dernier moment qu'il y avait un groupe de contre. De toute façon, je l'espérais. Donc j'étais pas trop perturbé par le retour d'un groupe de coureurs. Tant que c'est pas le peloton, moi ça me va. Tant que c'est un groupe de contre, ça me convient. Et du coup, j'étais plutôt content. Je me disais, tiens, la bataille va continuer, la course va continuer, et on va pouvoir continuer à rester à l'avant. Et ça me motive parce que ça me rapproche d'un potentiel podium, d'une potentielle victoire. 4 devant, on peut faire 1, 2, 3 ou 4, donc c'est jouable. Et là, j'entends Ryan qui me dit... Tant mieux. Évidemment, je lui réponds tant mieux, parce que pour moi, le retour d'un groupe de contre, même s'ils sont nombreux, ça veut dire que, comme je viens de le dire, hein, la bataille peut continuer, l'aventure peut continuer, l'échappée peut continuer, ça nous garantit un peu plus de longévité à l'avant, et ça, moi, franchement, j'étais content. Je me suis dit, cool, on va pouvoir continuer la course, j'avais pas du tout envie de me faire remonter par le peloton. Sauf que regardez derrière moi, regardez le maillot des coureurs qui vont nous accompagner. C'est 2 coureurs du PCO en première position, c'est Mathieu Benalima, et derrière lui, c'est Paul Vanotti. Autant vous dire, ce sont 2 solides rouleurs, on a 4 candidats, et quand je les ai vus, je peux vous dire que j'ai exulté. Et ce qui aurait pu devenir l'échappée la plus ingrate de ma petite carrière de coureur, est d'un seul coup devenu quelque chose de vachement intéressant que j'allais pouvoir faire avec des potes, et ça franchement... Putain de moment de vélo quoi, j'étais en mode waouh, trop cool, 3 PCO et un Team 94 à l'avant, ça va être sympa. Je veux dire, on va pouvoir jouer des coups tactiques, on va pouvoir se marrer, on va se prendre du plaisir, et ça c'était sympa. Je me suis dit, putain c'est cool, une course où on rigole et où on s'amuse bien, moi j'avais envie que d'un truc comme ça. Après 3 PCO à l'avant, d'un point de vue tactique, et comme on était 1, 2, 3, on devait être 6 ce jour-là, puisqu'il y avait Edouard, Victor et Mathias qui étaient également présents au départ, eh bien, c'était pas forcément le meilleur coup. C'est-à-dire qu'on a quand même mis tous nos œufs, enfin beaucoup de nos œufs, dans le même panier, à savoir cette échappée très tôt dans la course, puisque là on a parcouru environ 25 bornes. Donc on est au tout début, c'est une course de 100 km. C'était quand même bon, dans le premier quart de la course, on a déjà 3 coureurs à l'avant, avec un autre coureur d'un autre club, donc elle est potentiellement pas trop coopérée, ce qui veut dire qu'on allait devoir faire la très grande partie du travail. Parce que naturellement, Ryan il se dit, je vais quand même pas amener un podium full PCO à la force de mes jambes. Lui, en réalité, le coup tactique, enfin la tactique qu'il doit adopter à ce moment-là, c'est de se dire, écoutez, vous êtes 3 les mecs, c'est votre boulot maintenant, allez-y rouler. Moi, je prends votre roue, je suis là, me faites pas attention à moi, et puis si jamais tout se passe bien, je vous vole la victoire à la fin. Tactiquement, c'est ça qu'il devait faire Ryan. Et là, il était dans une position qui n'était pas trop mal, parce qu'il est avec 3 bons rouleurs du même club. Si tout se passe bien, il avait quand même de bonnes chances de remporter la victoire à ce moment-là de la course. Mais parce qu'il y a un mais, regardez ce qu'on voit à l'écran. Il s'est mis à pleuvoir, ce qui normalement est plutôt bénéfique à l'échappée. Et un deuxième contre est revenu sur nous avec, regardez bien, Victor Charon, du PCO également, qui nous a rejoint. Donc là, on est dans un groupe qui doit faire entre 15 et 20 coureurs. Donc c'est un gros contre qui est revenu. Ils ont enterré le peloton, ils sont revenus très fort sur nous. C'est dingue qu'ils aient réussi à s'organiser aussi bien avec un contre aussi gros. Félicitations à eux. Et du coup là on est une grosse quinzaine, et on va essayer de se disputer la victoire. Bon, la configuration est plus tout à fait la même, on va avoir des logiques d'équipe qu'on n'avait pas juste avant, puisque on est 4 PCO, 2 Team 94, il y a 3 Pack 95, 2 ou 3 Pack 95, et après c'est beaucoup de coureurs isolés. Mais c'est une grosse échappée, donc par conséquent, pour tirer son épingle du jeu, il allait falloir être intelligent tactiquement et surtout essayer de gagner un sprint, parce qu'à 18, le sprint est quand même très probable. Voilà, sur un parcours, il n'y a pas de grosses difficultés. Il y a un risque que ça finisse au sprint, enfin en tout cas une sorte de sprint de grosse échappée à un peu moins de 20. Donc là, tactiquement, il n'y avait pas non plus 15 000 trucs à faire. On pouvait faire deux choses, soit attaquer pour faire gagner un homme seul, soit tâcher d'amener notre sprinter au sprint. Ça tombe bien, il était avec nous, parce que c'est Victor, et on va essayer de jouer ces deux tactiques l'une après l'autre
d'abord envoyer des hommes seuls, puis gérer le sprint pour Victor. Vous allez voir comment est-ce qu'on va le faire. Là, tactique de l'homme seul, je me suis dit à 2 tours de l'arrivée, je tente quelque chose. À la faveur de cette succession de virages et du passage dans la partie exposée au vent, je me dis bon, je mets les forces que j'ai, ce que j'ai disponible à ce moment-là, hein, ce qui n'est pas non plus énorme parce qu'on avait quand même baroudé pendant un bon bout de temps. On est à peu près à 25 km de l'arrivée. Là, je me dis bon, je le tente une fois. Si ça marche, tant mieux, puisque je peux sortir tout seul. Et je pense que je peux le faire. Je peux faire les 25 bornes tout seul. Si ça marche pas, on se met en ordre de bataille pour gérer le sprint pour Victor. Là, je me mets à rouler. Je me dis, putain, là, c'est le moment, parce que c'est l'endroit où on étire vraiment. Vous vous souvenez, on est exactement au même endroit que là où c'est créé l'échappée du début, donc c'est le 2 ou 3e tour. Et je me dis, tente ici. On tente. On est face au vent. On a un petit peu de pente. Ça peut être pas mal. Enfin, on a quelque chose qui est un endroit qui est favorable. Seulement, ce que vous voyez, c'est que je suis repris direct. Donc, le truc n'a pas marché. Et je me dis, je vais quand même insister. Donc là, j'essaie d'insister, mais je me retrouve dans la route de ce gars. Et j'hésite. Je ralentis. J'étais à 39 km/h, je me trouve à 36. Et je me dis, je vais quand même essayer de continuer. Je vais quand même continuer à insister, comme je vous l'ai montré dans la course de Panfou. Je vais continuer à insister. Sauf qu'en fait, j'ai perdu tellement de vitesse dans la rue du coureur de Fontainebleau que là, je me retrouve. En fait, je suis quasi à fond. Sauf que j'ai plus de vitesse du tout. Je suis à 35 km/h, à plus de 350 watts, et ça marche pas. Je veux dire, là, j'arrive pas du tout à partir. Je suis vraiment. Je me sens collé du fait de la force du vent et aussi des efforts consentis. Et du fait qu'en fait, en hésitant derrière le coureur de Fontainebleau, en ralentissant, je pense que je viens de donner un coup de frein, eh bien, j'ai perdu de l'énergie, j'ai perdu de la vitesse. Et sans cette vitesse, sans ces 3 petits kilomètres-heure qui m'auraient peut-être permis de créer un écart, je suis pas du tout en mesure de poursuivre et de continuer à haute vitesse. Et ça, voilà, là, je me retrouve à 35 à l'heure et dans l'espèce de petite descente, j'arrive pas à reprendre de la vitesse. Derrière moi, malheureusement, la caméra arrière ne tourne pas. En fait, tout le monde est alerte, tout le monde peut encore rester dans ma roue et continuer. J'ai pas réussi à créer le trou à ce moment-là. C'est pas faute d'avoir tenté des trucs. Malheureusement, je pense que je manquais de tranchant, que ce soit à la sortie du virage que vous avez vu au début, après le stop, mais aussi au redémarrage derrière le coureur de Fontainebleau. J'avais vraiment plus le jus nécessaire à créer réellement un écart à ce moment-là de la course, à 25 bornes de l'arrivée. Je pouvais, je pense, continuer à allure constante jusqu'au bout, mais arriver à me détacher vraiment de ce groupe, pas les jambes pour ça, pas l'explosivité, pas le tranchant, c'est malheureux, mais ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai un peu enterré ce plan-là, et je me suis dit, ok, très bien, on va faire le plan, gérer le sprint. Donc là, vous allez voir, je vais vous montrer dans la suite de la vidéo tout ce qu'on a mis en place pour permettre à Victor de sprinter dans les meilleures conditions. On vous a peut-être déjà parlé de toutes les tactiques qu'on peut mettre en place pour permettre à un sprinter de sprinter dans les meilleures conditions. On va essayer de se poser la question, quelles sont les conditions pour permettre la victoire d'un coureur au sprint ? Qu'est-ce qui doit se passer ? Qu'est-ce qui doit arriver ou ne pas arriver pour qu'un coureur puisse gagner au sprint ? Bien. Pour y arriver, il faut déjà empêcher qu'un coureur puisse gagner sans disputer le sprint. Qu'un ou plusieurs coureurs puissent gagner sans disputer le sprint. Donc ça, comment est-ce qu'on le fait ? On le fait en interdisant les attaques. Comment est-ce qu'on interdit les attaques ? On peut le faire de plusieurs manières, mais la manière la plus foolproof, la plus entre guillemets infaillible, c'est de maintenir un rythme élevé, de manière à ce que personne ne se réveille à un moment donné en disant « Tiens, ça ralentit un peu, je vais essayer d'attaquer ». Personne se dise « Tiens, j'ai moins mal aux jambes que tout à l'heure, donc je vais peut-être essayer d'attaquer ». Du coup, c'est ce que fait Paul. Là, Paul, on le voit devant, il est avec le maillot bleu, il est tout à l'avant, et il roule vite à l'avant, pour que derrière lui, les coureurs soient plus occupés à essayer de le suivre et à essayer d'accrocher la roue des coureurs qui sont devant eux, plutôt que d'attaquer. Voilà, le but c'est de les occuper physiquement, pour qu'ils ne puissent pas être en mesure de se dire « Tiens, si j'attaquais ». Donc moi, quand je vois que Paul arrête, coupe son effort, je me dis « C'est parti, c'est à mon tour d'occuper ce rôle ». Du coup, ce rôle, je le remplis en me mettant à l'avant et en roulant vite, pour éviter que derrière moi, les coureurs puissent se dire « Tiens, et s'il attaquait ?» Donc là on est dans un faux plat, donc ça roule pas très vite, mais je peux vous dire que à plus de 300 watts, ça roule assez fort, et ça permet de faire en sorte que derrière moi, le groupe soit étiré, et que personne puisse se dire « Tiens, j'ai les jambes pour attaquer », personne se figure que ça va être facile
de placer une attaque. C'est ça qu'on appelle faire le train. C'est vraiment maintenir une vitesse élevée dans le groupe dans lequel on se trouve pour interdire les attaques. La deuxième manière de le faire, si on n'est pas capable de maintenir un train élevé, ça va être d'empêcher les attaques, non pas en maintenant le train, mais en les contrôlant. Donc en se jetant dans la roue des coureurs qui attaquent, sans prendre de relais pour les décourager et leur faire comprendre que ça sert à rien d'essayer d'attaquer puisque je veux toujours essayer de te contrôler, essayer de faire en sorte que ton attaque ne soit pas couronnée de succès. Alors ça peut marcher. Cela dit, c'est quand même un peu moins infaillible parce qu'il peut toujours y avoir l'attaque de trop, le mec qui arrive à attaquer un peu plus fort que les autres et après plusieurs attaques et qui lui va réussir à se détacher du peloton. Donc là notre choix ça a été naturellement d'avoir la méthode la plus infaillible qui est celle de maintenir un train élevé. Et ça, on va le faire jusqu'à arriver dans les derniers instants de la course, jusqu'au moment où le sprint sera réellement lancé. Mon rôle à moi, faire le train sur le plat. Le rôle de mes camarades qui sont meilleurs sprinteurs, ça va être d'amener Victor sur la ligne d'arrivée. On avait pu en parler pendant la course, puisqu'on a quand même le temps de discuter un petit peu, d'échanger des conneries, puis de se raconter nos vies, et éventuellement si on a le temps de parler de plans tactiques. Et on s'était dit que je terminais le train sur le plat et Mathieu lancerait le sprint d'assez loin. Et ensuite, on aurait Victor dans la roue de Paul qui jouerait un rôle, entre guillemets, de poisson pilote. Et vous allez voir comment ça va se goupiller. On se retrouve donc à un peu moins de 2 km de l'arrivée. Là, je me dis, ok, je reste encore 1 km devant, tout va bien se passer, j'aurai plus qu'à m'écarter. Sauf que, ce qui va se passer, qui m'a pas mal m'étonner, c'est que sur ma droite, il y a Mathieu qui va lancer d'extrêmement loin. Regardez, là on est à peu près 1,5 km de l'arrivée, donc on me dépasse de toutes parts. Et moi je me dis, bon, ça y est, le sprint est lancé, je relâche mon effort. Sauf qu'en fait, Mathieu relâche son effort aussi. Super étonnant, je pensais qu'il lançait le sprint de très 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 loin. En réalité, ça devait être une attaque. Et là, derrière, je me dis, en fait, le sprint n'est pas lancé, donc j'ai encore ma place dans ce groupe. Et je me dis, merde, j'ai relâché mon effort en me disant que je laissais la place au coéquipier et que par conséquent, j'avais plus qu'à me laisser aller en roue libre jusqu'au bout. Sauf qu'en fait, j'ai juste pris 25 mètres bêtement, mais vraiment ultra bêtement. Et là, je me dis, en fait, c'est super con parce que j'aurais pu être beaucoup plus utile dans le sprint si ça n'avait pas fait un à-coup aussi violent vers l'avant. Et j'aurais peut-être pu encore nous avancer par rapport à la ligne d'arrivée avec l'effort que je fournissais depuis 5-10 minutes et être un peu plus utile, quoi. Parce que là, en fait, je me retrouve à la même vitesse que le peloton, à peu près 50 km/h, mais je sers à rien. Donc en fait, à 2 km de l'arrivée, il s'est passé un truc qui a fait que mon utilité dans le final a été réduite à néant. J'ai peut-être été utile sur les 5 derniers kilomètres, mais jusque-là, voilà. Donc en fait, la course, pour moi, se termine de cette manière, ce qui est assez frustrant, je dois dire. Parce qu'après avoir initié l'échappée, avoir retrouvé mes camarades à la faveur de la jonction avec le contre, puis participer dans les derniers kilomètres au setup du sprint pour Victor, finalement ça se finit un peu comme ça. Donc à la caméra, voilà à quoi ça ressemble. Je participais au sprint. Pour vous donner un peu une idée de ce qui s'est passé sur la fin, il me semble que Paul a lancé donc Victor comme il était prévu. On le voyait bien en tout cas tout à l'heure, il était bien dans sa roue, donc c'était bien prévu comme ça. Mais il a lancé un petit peu fort, un petit peu tôt. Ce qui fait que Victor a un peu décroché sa roue et a un petit peu dû batailler pour essayer de la garder. Et finalement, je crois qu'il termine 6 ou 7ème au moment où Paul s'écarte. Le vainqueur, je vous l'ai pas dit, mais le vainqueur, c'est Ryan qui est sorti avec moi à 90 km de l'arrivée. Donc franchement, félicitations à lui, putain, c'est un énorme costaud. Franchement, bravo, parce que pour avoir les jambes de faire les 90 bornes d'échappée, puis ensuite d'aller gagner le sprint final, il en fallait. Il n'était pas tout seul, donc il pouvait pas vraiment filouter. Il y avait vraiment super vision de la course et puis super belle jambe pour arriver à faire un final aussi costaud. Donc bravo. Quant à moi, j'ai encore plein de très belles surprises en réserve à vous montrer sur la chaîne. Et d'ici à ce qu'on se recroise ici même sur la route ou sur les réseaux, je vous dis allez, ciao.